Bonjour, je suis Cécile Amiel et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hélène Gissereau. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène, tu es auteure d'un livre qui s'appelle La valse du sablier. On va en parler et on va parler plus spécifiquement aujourd'hui de tout ce que les gens peuvent vivre en termes de rupture dans leur vie. Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs. Donc ça peut être un deuil, comme c'est le cas pour toi Hélène et pour tous les parents que tu accompagnes. Ça peut être une rupture dans sa vie sentimentale, ça peut être un point de bascule en fait dans votre vie, que ce soit un divorce, que ce soit je sais pas, tout ce qu'il peut y avoir en fait, toutes les situations en fait qui sont une transition dans votre vie et qui émotionnellement sont challengeantes à plus ou moins grand degré. Et comment rebondir ou comment reprendre goût à la vie, comment entamer un nouveau chapitre quand on est dans cette situation-là. Est-ce que ça te va comme sujet ? Oui, tu veux parler de résilience. Je veux parler de résilience sur notamment. Un plan large. Ouais, voilà. D'accord. Donc pourquoi j'ai voulu t'interviewer parce que souvent on va chercher des ressources auprès de personnes, ça peut être des psychologues, ça peut être des gens qui sont coachs, ça peut être tout type de personnes externes. Et on ne pense pas forcément toujours au livre. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un roman, mais un roman autobiographique. Ce livre, il est à la fois plein de ressources, et à la fois, et il est, j'allais dire plaisant à lire, mais c'est pas plaisant dans le sens, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est émotionnellement très fort. Mais c'est vrai qu'on pense pas forcément au livre pour nous aider dans les moments qui sont, dans les situations difficiles de notre vie. C'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer, notamment parce que ce livre, c'est un concentré d'émotions et aussi de ressources pour nous aider à passer à la vie d'après, on va dire. Donc, pourquoi tu as écrit ce livre ? Déjà, tu peux nous raconter ton histoire en quelques mots ? Oui. Ce livre, en fait, n'avait pas forcément vocation à être écrit, mais j'ai utilisé l'écriture comme outil de résilience très important dans mon parcours, puisque donc, la phase triste de l'interview, je suis désolée, j'ai perdu ma fille aînée dans un accident de voiture il y a bientôt 6 ans. Et donc, comme tous les parents qui perdent un enfant le savent, le choc, les mois qui suivent, les années qui suivent sont loin d'être linéaires. Il y a beaucoup d'aspects en fait, de ce deuil très particulier que j'aborde dans mon livre, mais je le fais de manière un petit peu cyclique, qui fait qu'on retrouve les thèmes un à un et qu'on voit surtout une évolution. J'ai pas voulu avoir un récit linéaire, même si c'est un roman autobiographique, ça se lit aussi comme une histoire. On peut me suivre comme toutes les aventures que je traverse dans cette vie d'après, une fois que ma fille est partie. On va aussi découvrir mes autres enfants, puisque j'en ai 5. Ouais. La vie qui continue à travers eux et pour eux, mais la vie qui continue aussi pour moi, à travers d'autres choses que je vais apprendre peu à peu à mettre en place. Oui. Alors c'est une des premières ressources peut-être que tu peux partager, parce que effectivement dans ton livre tu parles beaucoup de la façon dont toi tu as reconnecté à des choses qui te font vibrer, tes passions, etc. Avec une vie très très riche, c'est comme si tu avais vécu plusieurs vies en une seule dans tout ce que tu as parcouru. C'est fatigant. C'est fatigant. Mais voilà, à travers tes passions, donc toi c'est la photo, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, moi on peut appeler ça des piliers de résilience. Donc avant que ce soit plus, on va dire, un volet spirituel et une reconnexion à des choses qui étaient enfouies en moi, mais dont je ne voulais plus entendre parler après le départ de ma fille, je me suis d'abord reconnectée à ce qui faisait sens, à ce qui me faisait du bien. À ce qui me donnait envie de me lever tous les jours, hein. Et ça c'est mon côté un peu artistique. Alors on n'a pas tous un côté artistique à explorer, quoique, mais on a au moins quelque chose qui nous fait du bien, ne serait-ce que d'aller marcher dans la nature, de lire pour se détendre, même de faire des mandalas ou des choses manuelles ou de la pâtisserie, plein de choses. Et moi en l'occurrence j'ai 3 piliers de résilience qui sont donc l'écriture, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi la photographie et notamment la street photo, qui est tout un art en soi et qui m'a permis de me reconnecter à l'être humain.
Oui. puisque j'ai réappris à regarder mes semblables et à voir l'humanité en eux et les choses attachantes, à un moment où je me sentais vraiment hors du monde et plus du tout connectée à rien ni personne. Et puis les voyages, puisque alors les voyages, on peut dire que c'est aussi lié à la photographie, à l'écriture, mais j'adore découvrir de nouveaux horizons et j'ai toujours besoin de me lancer des défis. Et puis je suis aussi à la recherche du soleil. Pour une fille qui a vécu 12 ans en Angleterre, à attendre l'été tout l'été, quand je suis revenue en France, pour moi c'était essentiel. Le soleil, j'en ai vraiment besoin. Ouais. Est-ce que déjà ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire de te connecter à toutes ces choses qui te font du bien, ou est-ce que à un moment tu as pris le parti, tu dis ok, c'est une des choses que je dois faire entre guillemets, mais une forme d'effort au départ pour me connecter à ça et reprendre goût quelque part à toutes ces choses que tu aimais en fait profondément? Oui, il y a un papa qui a dit quelque chose qui m'a frappée un jour, puisque on en parlera tout à l'heure aussi, mais du coup maintenant j'œuvre dans le soutien des parents endeuillés, donc je suis en connexion avec beaucoup de parents endeuillés. Et il y a un papa très cher à mon cœur qui a dit un jour en groupe de parole, si vous aimiez par exemple aller à la pêche avant, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez plus après. Alors certes, vous pouvez vous dire que vous n'aimez plus parce que vous n'avez plus goût à la vie, ça n'a plus de sens, etc. Mais en attendant, votre personnalité, l'être que vous êtes, a aimé ça et y a trouvé du plaisir avant et il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas. Donc au début, effectivement, on fait un effort. On se donne un petit coup de pied aux fesses, on y va en se disant de toute façon, ça ne va pas me faire du bien, je vais rentrer vite, je ne vais pas rester, je ne vais pas aimer. Et puis on se surprend à y reprendre petit à petit du plaisir. Alors c'est pas un plaisir en grand qui va vous transporter, mais c'est des petits pas petit à petit qu'on met en place et qui nous remettent sur le chemin de la vie et qui nous font aussi comprendre que on a encore droit à une forme de bonheur, même s'il ne sera pas le même qu'avant. Il ne sera pas aussi plein qu'avant puisqu'il nous manquera toujours un être cher, mais ou une situation qu'on regrette. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui doit revenir parce que moi je qualifie ça un peu quand on est vraiment au fond, tout au fond, et qu'on ne voit plus la lumière et qu'on pense qu'on ne va pas s'en sortir et qu'on a vraiment ressenti tout le sombre en fait de la situation dans laquelle on est et dans laquelle on ne voulait pas forcément être. C'est à ce moment-là, c'est comme si on était au fond d'une piscine, il faut donner un grand coup de talon pour remonter à la surface. Mais on n'a pas forcément envie de donner ce grand coup de talon tout de suite. Il faut être doux avec soi-même, il faut se donner le temps. Mais le jour où on fait ça, là on commence à mettre des choses en place et à retrouver et à reconnecter avec ces piliers de résilience et là on va avancer. Et est-ce que tu dirais que à travers ça en fait, tu t'es reconnecté à une forme d'authenticité? C'est-à-dire d'authenticité dans ce que tu aimes, de meilleure connaissance de toi, ou est-ce que c'est des choses que tu faisais déjà avant et tu avais juste coupé dans une période de ta vie, c'est-à-dire la street photo, tes passions en fait, ce que tu aimes faire, ou est-ce que c'est des choses que tu as eu envie d'explorer plus après pour faire encore plus de ce que tu aimes, pour être encore plus présente dans ta vie, est-ce que tu vis la vie peut-être de manière plus intense? Ça fait beaucoup de questions en une, mais... Alors au niveau de l'authenticité de soi-même, j'irais même plus loin. C'est pas se reconnecter à une authenticité, c'est découvrir sa vraie authenticité. Oui. Et ça, pour l'avoir vécu, je peux dire que c'est quelque chose qui a besoin d'un drame, malheureusement, d'une forme de violence qui arrive dans sa vie et qui nous percute, pour ensuite avoir vraiment la capacité de découvrir qui on est vraiment. Parce qu'avant ça, on est un petit peu pépère dans sa routine, voilà, donc tout va bien. Tant que tout va bien, on ne se pose pas trop de questions. Oui, on sait à peu près qui on est, on en est content, mais on se repose beaucoup sur ses acquis. Et quand tout d'un coup, on nous enlève tout et qu'on doit tout réapprendre, c'est là où on découvre sa vraie authenticité. Oui, c'est souvent, on dit, après les périodes de chaos, en fait, il y a une expansion ou quelque chose qui s'ouvre quand on a vécu une période de chaos dans sa vie, quelle qu'elle soit. Et du coup, ça c'est la clé pour toi pour commencer à... Alors dans le deuil c'est particulier parce qu'il y a des phases, tu peux peut-être les rappeler brièvement, mais par lesquelles on passe pour... on dit faire son deuil, mais c'est pas... c'est ce que les gens disent, mais bon. Alors il y a une méconnaissance par rapport à les phases de deuil, faire son deuil, etc. Il y a beaucoup d'idées préconçues, mais tant qu'on ne le traverse pas, on ne peut pas vraiment... Il n'y a pas de recette en fait, chacun est différent et c'est ça qu'il faut accepter. Et surtout, il faut comprendre que oui, on peut dire qu'il y a des phases un petit peu jalonnées et tout, mais on peut en passer une ou pas du tout la passer, jamais la vivre.
puis revenir dessus plus tard. Et c'est pour ça aussi que mon livre s'appelle La valse du sablier. Oui, C'est comme parce une valse. que en fait, c'est une danse qu'on fait et c'est des cycles. Et donc, on retourne le tablier, on vit un sablier, on vit un cycle, puis il va se retourner à nouveau. C'est encore un autre cycle, mais tous les cycles sont différents pour tous. Et il ne faut pas vouloir absolument coller à un schéma. Oui. Parce que sinon, déjà, c'est pas rassurant du tout pour soi, parce que forcément, on va toujours se dire qu'on colle pas au schéma, et c'est normal. On est tous différents, comme je disais. Et puis, faut accepter que certains jours, on croyait aller mieux, mais finalement, on va pas mieux du tout. C'est parce que c'est un peu le principe de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Du moment qu'on continue à refaire des pas en avant, tout va bien. Oui, c'est ça. Alors, toi, tu accompagnes aujourd'hui des personnes dans une association qui s'appelle les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, avec 2 autres co-présidentes. Oui. Et l'écriture d'un livre, c'est encore un pas supplémentaire lié à ta passion et à ce que tu avais aussi écrit, parce que tu avais déjà commencé à écrire avant même de savoir que tu allais publier un livre. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as choisi de publier ce livre, en fait ? Il est venu comme une évidence, en fait. Et ce qui prouve bien qu'on a un cheminement intérieur qui nous échappe. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai écrit vraiment, c'était un catalyseur. Mais donc, je publiais sur un blog. Et je publiais à raison d'à peu près un article par semaine. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et là où ça m'a aidé de faire ça, c'est que déjà, j'avais des retours d'autres parents qui me remerciaient de savoir mettre des mots sur ce qu'eux ressentaient. Oui. Mais aussi, surtout, moi, ça me forçait, quand j'écrivais un article, à trouver quand même un côté positif. Je ne voulais pas terminer sur une note sombre. Donc, même si j'écrivais, on va dire, sur, par exemple, la difficulté de lâcher prise sur le fait qu'on a tout le temps besoin de voir les photos de son enfant. Donc, ça, c'est un fait. Je cherchais toujours à dire quelque chose de plus lumineux à la fin qui redonnait de l'espoir. Parce que pour moi, le but de partager ces émotions, c'est bien évidemment que les gens puissent s'y retrouver, mais surtout qu'ils se disent au bout, je vais pas si mal que ça et je peux aller mieux. Oui. Et c'est normal ce que je ressens. Oui. Et voilà. Et du coup, je m'attachais vraiment à ça. Et je crois que c'est ça aussi qui faisait le succès du blog. Oui. C'était pas quelque chose qui allait vous aspirer vers le fond et vous faire sentir encore pire qu'avant la lecture, puisque ça, c'était pas du tout mon but. Et donc, petit à petit, j'ai continué à écrire, mais hors blog, pendant plusieurs années. Donc, toutes les aventures qui m'arrivaient, parce que j'ai 4 enfants, donc il se passe toujours des choses. Ouais. J'ai une santé qui a fait énormément le yo-yo, qui est loin d'être stabilisée aujourd'hui. J'ai un boulot très prenant qui m'a fait vivre plein de choses aussi. Donc tout ça, les enfants qui grandissent, les mariages, les petits-enfants. Donc je continuais à compiler tout ça. Et puis un jour, j'ai regardé cette masse de textes que j'avais un peu dans des carnets ou dans des coins de mon ordinateur. Et j'ai eu envie d'en faire un vrai récit. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je l'ai fait d'une manière, une structure différente. Parce que je ne voulais pas partir de l'élément hyper triste du livre, qui est donc l'accident de ma fille, pour arriver 4 ans et demi plus tard et juste suivre chronologiquement ce qui est arrivé. Et donc, comme je suis très sensible à la nature, à la météo, aux saisons, que ma fille est née au printemps et partie à l'automne, et que j'ai 5 enfants, et qu'à un moment de ma vie, j'avais un blog qui s'appelait Mes 5 saisons, j'ai repris cette structure. Oui. Donc, pour commencer, j'ai donné à mes 4 autres enfants le prénom d'une saison chacun. Oui. Et en anglais, pour respecter nos racines britanniques, puisqu'ils sont moitié anglais, moitié français. Et donc, Laura, ma grande fille, a gardé son prénom, puisque c'est ma 5e saison. Et j'ai entrepris de décrire d'abord tous les printemps, puis tous les étés, puis tous les automnes, tous les hivers. Et c'est ça qui fait qu'il y a une vague cyclique dans mon livre. Oui, c'est ça. Donc, c'est un vrai roman, c'est-à-dire que ta vie est un roman, j'ai envie de dire, par tout ce qui s'y passe. Et moi, donc, j'ai lu ça, je t'ai découverte à travers ce livre, quelque part, au tout début. Et du coup, j'ai été prise dans le récit alors que moi-même, je n'ai pas perdu d'enfant. Et donc, j'ai envie de dire que ce livre, il s'adresse à toutes les personnes, comme on le disait tout à l'heure un peu, mais qui ont à un moment ou à un autre, pas forcément même aujourd'hui, mais traversé une période difficile dans leur vie, mais même pas, je dirais que c'est presque un hymne à l'amour que tu nous partages à travers ce livre, parce que en parlant de tes autres enfants, en parlant de ce que tu fais par ailleurs, en parlant de tout ce que tu as créé, et la façon dont tu nous emportes émotionnellement aussi dans tout ce que tu partages, en fait, on est vraiment connecté au cœur avec ton récit et toi.
Et du coup, même quand on n'a pas vécu forcément une tragédie dans sa vie, on se sent vraiment prise et happée dans le récit. Et ça me touche parce que finalement, ça s'adresse à toutes les personnes. C'est pas simplement pour les personnes qui ont perdu un enfant ou qui ont vécu un deuil dans leur vie, en fait. Ouais, d'abord, merci d'exprimer tout ça. Je dirais que c'est en fait un hymne à l'amour de la vie. Ouais. Voilà. Ouais. Et au fait, pour ma part en tout cas, je trouve qu'on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que la vie est plus forte que nos propres drames. La vie est plus forte que ce qu'on va rencontrer en difficulté. Et elle nous pousse toujours à nous battre et à aller plus loin. Quand on a l'impression qu'on n'a plus aucune raison de vivre justement ou que tout est trop dur, c'est là, comme je disais, il faut trouver ces piliers de résilience et il faut aussi trouver ce qui nous anime, ce qui va faire qu'on va avoir envie d'aller de l'avant. Et donc ça s'applique effectivement à toutes les situations. Moi j'ai aussi vécu la maladie. Ma deuxième fille a eu un cancer, donc j'ai été accompagnante là-dessus, en plus d'être maman. Donc je l'ai suivie là-dessus. J'ai aussi vécu 1 ou 2 divorces au milieu du truc. Donc je veux dire, les accidents de la vie, comme on dit, j'en ai pris pas mal. Je me suis pris pas mal de... T'as eu ton lot. J'ai eu mon lot. Ouais. Mais une chose demeure vraie, c'est que... on ne peut pas éteindre en nous cette flamme qui nous pousse à nous lever tous les matins et à recommencer malgré tout en se disant allez, aujourd'hui va être un jour meilleur, demain je vais me construire un avenir qui va être plus chouette, et déjà apprécier aussi ce qu'on a et ce qu'on met en place chaque jour. Et c'est là où ça a trouvé son sens également, justement, de m'associer avec Caroline et Sandra, les 2 autres coprésidentes de l'association qu'on a créée il y a bientôt 2 ans. Et qui apporte donc un soutien différent aux parents endeuillés. Ce qu'on voulait faire en fait, c'était mettre à disposition des parents ce que nous on aurait aimé trouver quand on a perdu nos filles. Et je dois dire que de cette idée d'origine, non seulement on a largement réussi, mais surtout nous-mêmes, tous les jours on est surprise du bien que ça nous fait à nous. Et maintenant ils se fédèrent entre eux, il y a des initiatives qui naissent et qui ne sont pas forcément les nôtres. Et tout ça s'est poussé en avant, mais justement par cet amour pour nos enfants, cette envie de s'en sortir et pas de s'enfermer dans un marasme. Et puis de se recentrer sur l'essentiel aussi, sur ce qui est vraiment, vraiment important. Et voilà, et puis pas trop se prendre la tête non plus, parce que la vie, elle se prend la tête pour nous, donc nous, on n'a pas besoin de le faire. Alors, j'ai une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect plus spirituel. Parce que tu disais qu'au début, après le décès de ta fille, tu t'es coupée de toute cette partie spirituelle, tu voulais pas en entendre parler, et qu'aujourd'hui, tu pratiques la méditation, tu fais pas mal de choses aussi, tu es en train de connecter ou de développer tes dons, notamment de magnétisme et de tout ce qui est lié à l'énergétique, pour accompagner demain des gens certainement. Donc, quelle était l'évolution ? Quelle était l'évolution, et ça correspond quelque part à une vision de la vie aussi, donc la vie avant et après la mort. C'était quoi ton évolution déjà personnelle, et puis après, au sens plus large, ta vision ? En fait, quand il nous arrive quelque chose de cet ordre-là, on peut basculer de 2 façons. Soit effectivement très rapidement, on croit en une forme de vie après la mort et on se raccroche à ça. Soit on est tellement, je ne vais pas dire dégoûté parce que le mot n'est pas assez fort, mais choqué qu'on ne veut plus du tout en entendre parler. Moi, en ce qui me concerne, je ne voulais pas de ce que j'appelle une consolation facile. Parce que, contrairement à ce que raconte mon livre, qui va vraiment au cœur des émotions et qui n'édulcore pas, tous les livres témoignages que je lisais avaient été écrits quand les gens étaient plus apaisés. Et donc j'avais l'impression que, d'un coup de baguette magique, à partir du moment où je vais dire « c'est chouette, Laura, elle existe sur une autre sphère, je vais aller mieux », je ne voulais pas de ça. Je voulais déjà, si ça m'arrivait un jour, en être convaincue moi-même, personnellement, le savoir au profond de moi. Pas juste me le tenir à distance comme un vague espoir qui allait me faire du bien. Pour moi, c'était très très important. Et c'est pour ça que pendant 3 ans, les 3 premières années, déjà, de toute façon, j'étais concentrée sur plein d'autres choses, mais du coup, j'ai mis ça en retrait. Même si je recevais des signes de ma fille, je les relativisais très rapidement en me disant « Non, c'est pas des signes, ok, c'est des jolies synchronicités, ok, ça fait du bien sur le moment, mais... » Donc vraiment, toute cette forme de consolation, je l'ai repoussée en bloc. Alors, je vais pas dire que c'est la bonne chose à faire, parce que du coup, j'ai pas évolué aussi vite que ce que j'aurais évolué, mais d'un autre côté, maintenant, j'ai une forme d'ancrage par rapport à ça, qui fait que je ne doute plus, je remets plus les choses en question. Donc moi, c'est venu graduellement. J'ai pas du tout cherché, par exemple,
de contact avec ma fille via des médiums. J'en ai eu, mais de sources totalement inattendues et pas du tout initiées par moi. Donc ça a été une première étape. Et puis surtout, j'ai recommencé à me documenter sur le sujet. Parce que la communauté scientifique a beaucoup évolué sur ce sujet-là, sur cette thématique. Et donc ce que j'avais gardé en tête dans les années 2000 n'est plus du tout d'actualité maintenant. Et donc il faut savoir quand même qu'on a de plus en plus de preuves, on va dire, si on veut, ou de simili-preuves d'un acabit plus scientifique que religieux. Parce que bon, quand je parle de spiritualité, je parle absolument pas de religion. On va dire je suis fâchée avec toutes les religions, mais ça c'est encore une autre histoire, je ne vais pas en parler ici. Et du coup, pour moi, la spiritualité, c'est vraiment avoir conscience qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, mais surtout quelque chose qui existe déjà en nous, dont on ne se souvient pas, qu'il faut qu'on aille rechercher, refaire naître, mais qui est latent en nous, qui était là dès notre naissance, qui a été étouffé par plein de choses, voilà, mais qui est déjà acquis. Il faut juste qu'on accepte de l'éveiller à nouveau. Et donc c'est ça que j'éveille en ce moment. Et grâce à beaucoup de rencontres que j'ai faites, effectivement la pratique de la méditation qui permet un lâcher prise et une prise à distance et de se déconnecter un petit peu de ses émotions primaires et de ses douleurs physiques pour aller à la rencontre de son soi un petit peu détaché de toutes ces considérations-là. Ceci dit, tout repasse par le corps à la fin de toute façon. Il faut que tout soit en symbiose et en accord pour qu'on puisse être bien ancré et fonctionner comme il faut. Et voilà, il faut un équilibre. Oui, c'est ça. Oui, on dit souvent que effectivement tout passe par le corps et toi tu as pu l'expérimenter dans les pratiques chamaniques notamment, mais où effectivement on peut libérer les traumas ou du moins pas les libérer, mais se libérer de ce qui quelque part nous empêche d'avancer. Semer les processus de guérison. Ouais, c'est ça, semer les processus de guérison. Ouais, les provoquer même, je dirais, ça va plus fort. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vision de la vie et de la mort c'est quoi ta vision? Ma vision, c'est que l'être humain est plein de ressources et très complexe, existe depuis je ne sais quand, personne ne le sait, et que en nous, on a plein de schémas qui sont préexistants de plein d'autres expériences qu'on a eues avant cette vie-ci, et qui peuvent être des aides, mais qui peuvent aussi être de sacrés boulets. Et donc c'est notamment ça aussi qu'il faut libérer. Voilà, si je parle de choses comme les constellations familiales, ça va peut-être parler à certains. Donc on a tout un poids comme ça qu'on porte inconsciemment et avec lequel on doit faire avec en quelque sorte. Mais dont on peut aussi s'alléger si on en prend conscience. Après, il ne faut pas en faire non plus le focus de sa vie. Il faut faire confiance que du moment que nous, on est dans la bonne énergie, qu'on met en place ce qu'il faut, qu'on fait du bien autour de soi, il y a des choses qui vont se régler d'elles-mêmes. Et on n'est pas forcément obligé de savoir tout ce qu'on a subi avant ou tout ce qu'on a connu. Mais je pense qu'il y a eu un moment quand même avant de venir sur cette terre où j'ai été hyper ambitieuse. J'ai coché plein de cases sur une liste en me disant oui, ça je vais faire, ça je vais prendre, ça je vais prendre. Ah ouais, je vais avoir une super vie et une très belle évolution à la fin. Et en fait, comme on oublie tout, après on se dit non, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait je suis très très maso, je n'aurais pas dû faire ça, j'ai pas la force. Oui, le contrat était ambitieux. Ouais, très ambitieux. Et des fois dans ma vie, je fais la même chose d'ailleurs. Je signe des contrats avec moi-même beaucoup trop ambitieux et avec des grandes to-do list. Ouais, je fais des to-do list pour la journée qui en fait peuvent durer un mois entier, donc. C'est ça. Ouais. Bon, mais en tout cas, ça te permet d'avancer et de voilà. Pour finir, est-ce que tu aimerais partager qu'est-ce que tu aimerais dire à toute personne qui a subi une période difficile et qui est sur un moment de transition comme ça, un peu après quelque chose, où il y a une rupture dans sa vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas forcément que sur le deuil. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager ? Déjà, j'aurais envie de dire welcome to the club. Je suis désolée. Et que il faut pas baisser les bras, jamais. Parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et que même quand on vit des choses vraiment très très dures dont on pense ne pas pouvoir se relever, il y a quand même quelque chose qui prend soin de nous quelque part, puisque un jour ou l'autre, on va rencontrer des personnes ou des situations ou des schémas qui vont nous faire des bonds gigantesques vers l'avant. Donc il ne faut pas se décourager, il ne faut pas non plus penser que tout est terminé et qu'on n'aura plus jamais droit au bonheur. Comme je disais, oui, ce sera un bonheur différent, mais
chaque être vivant sur cette terre, du plus petit insecte à nous, humains et autres, mérite quand même une forme de plénitude et de bonheur. Et alors oui, ça demande du bout de travail, mais souvent on se rend compte que nous, on va mettre un petit bout de travail comme ça, et comme ça c'est enclenché, la vie elle ouvre grand la porte, et le reste il se fait presque à notre insu. Et quand on se retourne, je trouve ça intéressant aussi, l'exercice de temps en temps, comme quand vous gravez une montagne, vous êtes en randonnée, et puis vous avez l'impression que... On va peut-être attendre que l'hélicoptère passe. Oui, donc je reviens sur l'analogie de la randonnée et que des fois, on se fait des dénivelés trop ambitieux. Et donc au bout d'un moment, on grimpe, on n'en peut plus. Et de temps en temps, on fait une pause pour reprendre son souffle. Et moi, j'aime bien quand c'est comme ça, me retourner et regarder le chemin que je viens de gravir. Et la côte, elle est comme ça. Et là, je me dis, waouh, en fait, j'ai fait ça. Et je pense que dans la vie, il faut savoir faire pareil de temps en temps. Il faut s'arrêter, prendre une pause, une grande respiration, se retourner, regarder le chemin parcouru et là dire « Ok, j'ai fait ça, j'en suis capable, je vais continuer à monter. » Cool, merci pour ce mot de la fin. Donc, je vous recommande vivement la lecture de ce livre. C'est donc La valse du sablier. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies, on va dire, mais essentiellement, vous pouvez aussi l'acheter en ligne sur Amazon, sur le site de l'éditeur aussi, les éditions Maya. Voilà, les éditions Maya. Merci beaucoup. Merci Cécile. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite, puisque je crois que tu nous réserves l'écriture d'un... Tu es en train de travailler sur la suite, c'est ça? C'est un petit teasing. Alors pas vraiment la suite du livre. Non, pas la suite, mais... ouais. Non, parce que je vais peut-être laisser mes enfants tranquilles et arrêter de raconter leur vie au bout d'un moment, même si elle est passionnante et que j'aurais donné des pseudonymes à chacun. Oui. Donc oui, je suis désolée pour tous ceux qui se sont attachés au personnage de mon livre et qui aimeraient savoir ce qui arrive ensuite. Il faudra me le demander personnellement si vous voulez vraiment le savoir. Et donc oui, je vais démarrer un nouveau livre et le thème sera probablement l'amour. Alors quelle sorte d'amour, ça ce sera à découvrir. Surprise! Bon, on verra ça. Et merci en tout cas Cécile pour ce cadre enchanteur. Ah oui, on est à Biarritz, donc on a un super cadre, donc vous profitez aussi. À très vite. Bye bye. Très vite. Bye.